Bienvenue à tous. Je suis Constance Dubus et chargée de la formation à l'Institut européen de bioéthique. Avec toute notre équipe, je suis très heureuse de vous accueillir à cette soirée-conférence sur l'actualité belge en matière de bioéthique. Vous êtes venus nombreux et cela fait plaisir. Pour celles et ceux qui ont participé à l'Université de la vie ces dernières semaines, nous avons vu que ces questions de bioéthique sont essentielles. Essentielles parce qu'elles ont un impact sur toute la société et qu'elles touchent à notre humanité. La conférence de ce soir vous est proposée par l'Institut européen de bioéthique. Nous sommes un centre d'études en matière d'éthique médicale. Nous travaillons en étroite collaboration avec le monde universitaire et les professionnels de la santé. L'IEB est indépendant de toute structure institutionnelle et cherche à informer et à sensibiliser les citoyens ainsi que les décideurs politiques sur les enjeux bioéthiques. Nous avons à cœur de promouvoir une éthique basée sur le respect de la personne humaine et de sa dignité. Alors ce soir, nous évoquerons tout d'abord les questions d'actualité liées à la procréation et à la fertilité. Et ce sera avec Odile Maisonneuve. Odile a rejoint l'IEB en ce tout début d'année, à la suite d'une maîtrise en bioéthique au Canada. Son mémoire y questionnait l'autonomie dans la procréation artificielle et le mouvement transhumaniste. Nous aborderons ensuite les enjeux actuels liés à la grossesse et à l'accueil de la vie avec Léopold Van Bellingen, chargé de recherche à l'IEB, et terminerons en troisième partie par les questions liées à la fin de vie et pour lesquelles je prendrai à nouveau la parole. Alors, petite précision, nous ferons tout d'abord un bref rappel théorique sur chaque thème abordé, puis nous en donnerons le contexte actuel et nous terminerons par une note positive en vous donnant pour chaque thème aussi les bonnes nouvelles qui s'y rattachent, car il y en a. Voilà, je donne à présent la parole à Odile Maisonneuve pour notre première partie sur les enjeux bioéthiques actuels autour de la procréation. Bonjour à tous, je vais donc vous parler de la procréation artificielle en commençant par un bref rappel parce que je pense que vous êtes déjà un peu au courant de la façon dont ça se passe. Mais néanmoins, la procréation artificielle, c'est donc le fait de concevoir un enfant en dehors de l'union sexuelle de ses parents, avec l'intervention donc de la technique et généralement d'un médecin. Alors les raisons d'y recourir sont très diverses et en fait elles dépendent des législations de chaque pays. En Belgique, par exemple, elle ne vise pas seulement à contourner l'infertilité, puisqu'elle est aussi ouverte à toute femme, en couple ou non, désirant un enfant. Alors, il est important de préciser d'emblée, avant de commencer cette partie, que lorsque nous évoquons la PMA, c'est bien sous l'angle éthique, c'est-à-dire pour voir comment cet acte médical, cette technique, répond à une demande, à une souffrance, et c'est tout l'objet de la bioéthique. L'objet de la bioéthique n'est en effet pas de juger les personnes, mais bien d'évaluer un acte posé au regard d'une anthropologie. Et l'anthropologie que nous vous proposons, c'est une anthropologie qui considère la personne dans toutes ses dimensions et qui vise à la respecter, quel que soit son état. Nous allons donc nous pencher sur les implications de la PMA pour les personnes et pour toute la société. Alors, il existe essentiellement deux techniques pour la PMA. Il y a l'insémination artificielle et la fécondation in vitro. Alors, l'insémination artificielle, c'est le fait d'introduire le sperme du père ou d'un donneur directement dans l'utérus de la maman. Vous voyez un petit schéma qui s'affiche. Ça peut être fait donc, voilà, avec les gamètes du père ou avec les gamètes d'un donneur. La fécondation in vitro, c'est le fait donc, de mettre en contact dans une éprouvette les ovocytes de la mère recueillis après une stimulation ovarienne avec le sperme du père ou d'un donneur. Alors pour cette technique,
cela implique bien sûr de trier les embryons pour ne garder que ceux qui ont le plus de chances de se développer normalement. Et on va généralement en réimplanter un, voire deux ou plus, selon l'âge de la mère et selon aussi les précédentes tentatives de PMA qui auront pu avoir lieu. Il y a une variante de la FIV classique qui est l'ICSI et qui consiste à injecter directement un spermatozoïde qu'on aura choisi dans l'ovule de la maman. Alors, pour évaluer cette technique, c'est intéressant d'avoir à l'esprit quelques chiffres. Pour la Belgique, en 2020, on a eu plus de 33 000 cycles de FIV. On voit par rapport aux chiffres de 2021 que cela a plus que doublé. Alors on sait que d'une part l'infertilité croît, mais ces chiffres peuvent s'expliquer aussi parce que finalement la PMA est la solution qui est pratiquement la seule solution qui est proposée aux couples qui rencontrent des problèmes d'infertilité. Toujours en Belgique, si on part des ovocytes frais qui sont prélevés en 2020 par exemple, il y en a eu plus de 122 000 et on voit que seulement la moitié deviendront des embryons. De ces 68 229 embryons, 9% d'entre eux seront transférés et 18% seront congelés. Alors face à ces chiffres, on s'interroge aussi sur le taux de réussite. Le taux de réussite de cette technique, il est évalué en fonction du taux de naissance vivante par cycle. Et on se rend compte qu'il est quand même assez faible, puisqu'en moyenne, il est de 17%. Ce qui fait un taux d'échec donc de 83%, ce qui est assez important. Alors en comparaison, on peut regarder ce qui existe avec d'autres techniques, comme les naprotechnologies. Et là, on se rend compte qu'on a un taux de succès de 30%. C'est intéressant aussi de l'avoir à l'esprit. Alors le nombre d'embryons qui est détruit aussi, vous le voyez, hein, on est à plus de 35 000, c'est assez colossal. Et donc ce nombre interroge bien sûr sur le statut de l'embryon, dont on constate que lorsqu'il ne fait plus partie du projet parental, eh bien finalement il peut être détruit. Les embryons, dans le cas d'une PMA, il y a plusieurs propositions qui sont faites, soit donc ils sont réimplantés dans l'utérus, soit ils sont congelés, soit ils sont donnés à un autre couple ou pour la recherche. Alors cette technique, elle interroge aussi sur le plan de l'écologie, puisque finalement, on a beaucoup d'ovocytes qui sont prélevés, donc avec derrière des traitements hormonaux assez lourds pour les femmes, et tout ceci pour créer des embryons dont une bonne partie sera soit congelée, soit détruite. Et ça interroge enfin sur la santé des couples, la santé psychologique, la solidité du couple qui est parfois ébranlée par ces méthodes, et bien sûr sur la santé de la femme qui subit aussi tous ces traitements hormonaux, ces ponctions ovocytaires, qui sont des traitements assez lourds. Alors je vous invite maintenant à regarder, ce sont quelques témoignages que j'ai récoltés, qu'on trouve facilement sur Internet, mais qui sont, je trouve, assez évocateurs des implications finalement de cette méthode qui est présentée comme la seule pour établir la fertilité la plupart du temps, mais qui est loin de laisser indemne. Donc on a une femme qui dit « Je me sens obligée de tout tenter pour les faire vivre », en parlant justement des embryons qui ont été congelés. Une autre qui dit « Si le prochain transfert fonctionne et qu'il nous reste des embryons congelés, nous en ferons don à la science. Les détruire nous briserait le cœur ». Une autre parle d'un tunnel en parlant du parcours de PMA. Et une autre, enfin, évoque les difficultés de santé qu'elle rencontre avec les stimulations, notamment les stimulations ovariennes. Alors, tout ceci nous amène à réfléchir aux implications, finalement, de la procréation artificielle qui implique de dissocier sexualité et procréation. Donc, en fait, on confie à une tierce personne le soin de la procréation, mais ça induit notamment une intrusion dans le couple qui est parfois aussi mal vécue, forcément par les couples. Ça implique aussi de devoir décider du sort des embryons, dits surnuméraires, donc c'est ceux qui ne seront pas transférés en vue d'une grossesse, ou en tout cas pas immédiatement. C'est aussi pour les parents des risques donc, de santé physique et psychologique non négligeables, et toujours pour l'embryon, cette grave question de savoir
ce qu'il va devenir. Il est un peu suspendu entre le projet parental présent et un projet futur hypothétique. Voilà. Et s'il est donné pour la recherche, eh bien, il devient en quelque sorte un matériau qui est voué à être sculpté ou détruit. Alors, au lieu de résoudre les causes de l'infertilité et de mettre l'accent sur la prévention, la procréation artificielle, finalement, peut donner aussi l'illusion qu'il est possible de procréer à n'importe quel âge. Alors que l'on sait que la fertilité et même les chances de réussir la PMA sont liées à l'âge. Ceci nous conduit à une autre question, qui est aussi une question d'actualité, qui est l'autoconservation des ovocytes. Alors, elle est permise en Belgique sans raison médicale et elle est présentée comme une technique pour préserver la fertilité. Ce qui est étrange puisque si on congèle ces ovocytes en étant jeune, le corps de la femme après vieillit, et notamment son utérus. Et donc, on n'a pas une garantie que la procréation médicalement assistée qui sera faite éventuellement après avec les ovocytes sera une réussite. Alors, quelques chiffres, je vous ai mis quelques chiffres qui vous montrent le coût financier de cette pratique, parce que ce n'est pas négligeable, auquel il faut ajouter bien sûr le coût pour la santé des femmes, qui sont soumises à des stimulations ovariennes et des ponctions ovocytaires pour congeler leurs ovocytes. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que, en tout cas, ce sont les données de l'UZ Bruxelles, la plupart des femmes qui recourent à l'autoconservation des ovocytes le font sans raison médicale. Donc c'est simplement parce qu'elles n'ont pas trouvé la bonne personne pour avoir des enfants et donc elles ont peur de ne pas pouvoir procréer plus tard. Et cette université a aussi noté une assez forte augmentation ces dernières années du nombre de femmes qui recourent à l'autoconservation des ovocytes. Donc sans raison médicale, voilà, ces femmes vont confier à des laboratoires, à des cliniques, leurs gamètes et donc leur patrimoine génétique. Voilà, ça aussi, ça interroge. Et notamment sur les chances de PMA après qu'elles pourront avoir. Donc l'extériorisation de la procréation crée des risques pour la santé des femmes, mais il y a aussi des risques dont on entend souvent parler d'ailleurs dans les journaux, parce qu'ils arrivent un peu partout dans le monde. C'est des risques d'erreur, de confusion, dans les embryons qui sont réimplantés ou même dans les gamètes qui sont utilisés pour procéder à une fécondation in vitro quand il y a un donneur ou une donneuse de gamètes. Pour prendre un exemple récent et belge, en janvier dernier, la Cour d'appel de Gand a condamné pour faute médicale un médecin qui a procédé dans les années 80 à l'insémination artificielle d'une femme avec des mauvais gamètes, c'est-à-dire qu'il a utilisé les gamètes d'un donneur au lieu d'utiliser les gamètes du conjoint de cette dame. Et donc l'enfant, devenu adulte, a eu connaissance de cette erreur médicale. Et donc on peut bien sûr imaginer le trouble identitaire aussi de cet enfant lors de la découverte de cette erreur. Ceci nous amène à une autre actualité qui concerne justement la possible levée de l'anonymat par défaut des donneurs de gamètes en Belgique. Alors récemment, c'était le 5 décembre dernier, le comité consultatif de bioéthique de Belgique a émis un avis sur cette question et il conseille aux législateurs de lever cet anonymat par défaut des donneurs dans le cadre d'un don de gamètes. Alors, il propose une solution multiple qui est un peu ambiguë, car l'une des options est que le donneur finalement reste anonyme. Donc, rien finalement de garantie légalement que tous les enfants pourront effectivement avoir accès à l'identité de leur donneur. Alors pourquoi ceci ? Pourquoi cette position un peu ambiguë ? C'est que pour le comité, après avoir étudié plusieurs études sur la question, il n'y a pas été prouvé que l'identité... Aucune étude n'a prouvé de différence, de développement psychologique entre les enfants qui ont eu un donneur anonyme, identifiable ou connu. Et donc, il en conclut, et là je cite l'avis du comité, « L'enfant n'a pas un droit en tant que tel de connaître son origine génétique. Un tel droit devrait être fondé sur un intérêt supérieur de l'enfant, et cet intérêt n'a pas été démontré jusqu'à présent. » Cette phrase laisse quand même songeur aussi.
En fait, on voit que l'autonomie reproductive des parents et aussi la liberté du donneur ont été la principale préoccupation du comité d'éthique. Et l'enfant, finalement, reste dépendant de la volonté des adultes concernant l'accès à ses origines. Donc, on peut conclure de ces différents points que lorsque l'enfant est inscrit dans le projet parental des adultes, il peut être conçu quelles que soient les circonstances. Et c'est aussi le cas de ce qu'on appelle la PMA post-mortem, que nous allons voir à présent. Alors la PMA post-mortem, comme son nom l'indique, c'est le fait de concevoir donc un enfant après le décès d'un des membres du couple. Donc il y a une convention qui doit être conclue à chaque fois qu'il y a un parcours de PMA qui s'engage, justement pour que les parents décident du sort qui sera réservé aux embryons ou aux gamètes qui seront congelés, donc celles qui ne serviront pas pour la PMA présente. Donc ils doivent décider si les gamètes ou les embryons pourront être utilisés par le conjoint survivant en cas de décès. Le 27 janvier de cette année, le Conseil des ministres a approuvé un avant-projet de loi qui permettrait à la conjointe survivante de procéder à l'utilisation des gamètes et des embryons jusqu'à 5 ans après le décès de l'autre auteur du projet parental. Alors je dis l'auteur du projet parental parce que ça peut être un homme ou une femme s'il s'agit d'un couple de femmes. Jusqu'à présent, le délai était limité à 2 ans. Alors pourquoi cet allongement des délais ? 2 raisons principales sont invoquées. Tout d'abord, les embryons cryopréservés sont conservables jusqu'à 5 ans et les gamètes jusqu'à 10 ans pour les couples qui sont toujours en vie. Donc, on s'interroge pour savoir pourquoi il ne serait pas possible de bénéficier d'un délai plus long en cas de décès. Alors, la deuxième raison, c'est que ça permettrait aux femmes de procréer sans stress, comme c'est le cas actuellement. Effectivement, elles sont en deuil, donc on peut comprendre que ce soit stressant. Alors, la question qui se pose une fois encore, c'est quel est l'intérêt de l'enfant là-dedans ? Il est orphelin de fait lorsqu'on réimplante l'embryon. Il est donc volontairement orphelin. Et il est conçu même volontairement orphelin de père si on procède à une fécondation in vitro avec les gamètes congelées. Donc dans les 2 cas, de toute façon, il sera voulu orphelin de père. Mais pour la femme aussi, il y a des implications, puisqu'elle crée elle-même une situation finalement de fragilité en choisissant cette voie-là, une fragilité aussi bien affective, psychologique que financière, puisqu'elle devra élever a priori seule cet enfant. Alors, après cet exposé qui peut paraître un peu sombre, il y a quand même des bonnes nouvelles, on vous l'avait annoncé au début, on ne vous a pas menti. Et donc l'une d'elles s'appelle les naprotechnologies. Alors naprotechnologie, c'est la contraction de Natural Procreative Technology. Donc c'est une procréation naturelle médicalement assistée. Et donc c'est une aide médicale pour favoriser une conception naturelle, ce qui ne veut pas dire donc sans traitements médicaux ou chirurgicaux. Elle se base sur un accompagnement personnalisé des 2 membres du couple en vue de restaurer sa fertilité. Elle recherche donc les causes sous-jacentes de l'infertilité en analysant notamment le système hormonal pour voir s'il fonctionne bien, et puis à défaut pour restaurer son équilibre. Alors contrairement à la FIV, elle permet aussi de déceler des pathologies. Ça peut être une endométrite chronique, des intolérances alimentaires, des carences en vitamines qui vont perturber le cycle et donc induire une infertilité. Alors, on aime bien les chiffres aussi parce que ça parle. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, les naprotechnologies offrent 30% de chances de donner naissance à un enfant au couple qui présente des difficultés à concevoir. Alors, par rapport aux techniques de procréation artificielle, on observe aussi moins de fausses couches, plus de naissances à terme, un poids normal à la naissance et moins de mortalité néonatale. Donc, grâce à cette connaissance du cycle de la femme et en résolvant d'abord les problèmes liés à la fertilité, on va même plus loin puisqu'on rétablit tout le système hormonal et l'équilibre physique et psychologique des couples. Et c'est intéressant de voir que ça a une incidence aussi au-delà de la fertilité, mais même sur la grossesse, puisqu'on observe que 80% des problèmes de fausses couches à répétition disparaissent
pour les enfants, enfin, quand l'enfant est conçu après un traitement de naprotechnologie. Donc on voit qu'on a tout à gagner à une approche globale et personnalisée de la personne et puis du couple en fait. Je vais terminer en vous disant que si vous voulez creuser un peu ces questions de la procréation médicalement assistée, vous pourrez trouver sur le site internet de l'IEB un dossier PMA qui vient tout juste d'être remis à jour avec les derniers chiffres. Donc n'hésitez pas à aller le consulter sur notre site internet. Ça vous permettra de creuser et d'avoir d'autres informations encore. Je vous remercie et je vais laisser la parole à Léopold. Merci beaucoup, Odile. Est-ce que vous m'entendez bien? Je sais que le micro est un petit peu difficile, mais on fait au mieux. Alors, on va parler effectivement avec moi de la grossesse, de l'accueil de la vie, et je suis d'autant plus heureux de le faire que je suis un homme, hein, donc voilà. Les femmes sont concernées évidemment par la grossesse, mais aussi les hommes et la société de manière générale. Et donc, oui, vous allez voir, je vais parler de grossesse et même de fertilité, alors que je n'ai pas d'utérus. Alors, on va commencer avec une bonne nouvelle pour continuer sur la lancée d'Odile. Une très bonne nouvelle, donc cet allongement du congé paternité qui passe à 20 jours, donc 4 semaines, à partir du 1er janvier dernier. Donc moi-même, je vais en bénéficier bientôt, donc je trouve ça excellent. Et donc voilà, je ne vous apprends rien en vous disant qu'évidemment, une grossesse, une naissance, ça concerne pas seulement la femme, mais le couple, la famille dans sa globalité. Et lorsqu'on sait les bouleversements psychologiques, physiques que traverse une femme avant et après la naissance, eh bien évidemment, ce congé, cet allongement du congé paternité est tout à fait bienvenu. Deuxième sujet, je ne sais pas si je peux le qualifier d'actualité positive, mais en tout cas un sujet intéressant, c'est la gestation pour autrui, la GPA, ou gestation par autrui, donc on appelle aussi la pratique des mères porteuses. Et donc, pour rappel, du point de vue un petit peu conceptuel, eh bien, il s'agit donc d'une convention, éventuellement commerciale, entre une mère porteuse, donc qui va porter un enfant, et un couple commanditaire, donc un couple de personnes de même sexe, éventuellement, ou un homme et une femme. Et donc une convention qui a pour objet, finalement, la livraison d'un enfant au couple commanditaire. Donc la mère porteuse remettra cet enfant, donc le porte évidemment, et le remettra à sa naissance au couple commanditaire. Et donc, généralement, cette pratique s'accompagne d'une fécondation in vitro, c'est-à-dire que dans la grande majorité des cas, ce n'est pas une insémination artificielle de la femme, de la mère porteuse avec le sperme du père d'intention, mais c'est généralement plutôt une fécondation in vitro avec soit les gamètes du couple, soit éventuellement partiellement ou totalement des gamètes de donneurs anonymes ou non. Voilà un petit peu pour le concept, on va dire. Donc évidemment, il y a des enjeux sur lesquels on reviendra en termes de marchandisation, d'instrumentalisation du corps de la femme non seulement, mais aussi de l'enfant, puisque l'enfant devient l'objet d'une convention. Et aussi un enjeu de non-patrimonialité du corps, puisque ce principe donc, qui veut que finalement on ne peut pas faire d'un corps l'objet d'une convention, en particulier lorsqu'il y a une valeur marchande qui est accolée, eh bien, ce principe est mis à mal par la gestation pour autrui, y compris non commerciale. Alors en Belgique, on a entendu peut-être beaucoup de choses ces derniers temps au niveau de la GPA, et donc il est peut-être intéressant pour les personnes ici présentes de rappeler un petit peu quelle est la situation aujourd'hui en Belgique du point de vue de la pratique et de la reconnaissance de la gestation pour autrui. Donc, on entend souvent qu'il y a un vide juridique en matière de GPA en Belgique. Ce n'est pas exactement le cas, dans le sens où eh bien, on est plutôt face à une absence de cadre légal pour la pratique de la GPA. C'est-à-dire que eh bien, ce n'est ni autorisé ni interdit. Même si le principe d'indisponibilité, de non-patrimonialité, etc. s'applique. Et donc, certains partis politiques au nord du pays, notamment Vooruit et le CD&V, ont déjà indiqué et même déposé des projets de loi, des propositions de loi pour eh bien, encadrer la pratique de la GPA non commerciale
Vorreut veut même jusqu'à organiser des centres officiels de gestation pour autrui en Belgique. Et donc, voilà, comme je l'ai dit, l'enjeu, évidemment, c'est le fait que l'enfant est délibérément séparé de sa mère quelques jours après la naissance. Et donc, il y a tout un enjeu du point de vue du développement psychique de cet enfant, tenant compte notamment des données scientifiques sur l'attachement entre la mère et l'enfant qui se crée in utero. Et donc, on a la chance ce soir d'avoir parmi nous Anne Schaub, qui est psychothérapeute et qui a écrit un livre essentiel sur cette question de l'attachement in utero. Donc, le livre s'appelle « Un cri secret d'enfant ». Et donc, je sais qu'Anne Schaub est disponible à la fin de la conférence pour non seulement discuter de cette question, mais aussi pour ceux qui souhaiteraient acquérir le livre. Donc voilà, des vrais enjeux éthiques, mais la GPA, en l'absence de cadre légal, est malgré tout pratiquée en Belgique. Donc il y a 4 hôpitaux actuellement qui pratiquent la GPA, le CHU Saint-Pierre, les hôpitaux universitaires de Gand et d'Anvers, et puis l'hôpital de la Citadelle à Liège. Donc il n'y a pas de chiffre officiel évidemment sur le nombre de GPA. On avait une estimation en 2017 qui était entre 150 et 200 GPA en 20 ans. Donc on voit que c'est une pratique qui reste marginale, mais qui existe quand même. Et alors la plupart de ces 4 hôpitaux considèrent que le critère d'incapacité à concevoir, d'incapacité médicale à concevoir, est une condition pour mettre en œuvre une GPA. Il y a juste maintenant l'hôpital de Gand qui accepte aussi des GPA pour des couples de même sexe, donc des couples d'hommes. Et donc là, il n'y a pas de situation d'incapacité à concevoir, d'incapacité médicale en tout cas. Donc ça, c'est pour la pratique de la GPA. Évidemment, et après, il y a la question de la reconnaissance des GPA qui sont pratiquées à l'étranger, puisque la plupart des filiations issues de GPA en Belgique, en fait, sont liées plutôt à des GPA qui ont été pratiquées à l'étranger, généralement des GPA commerciales. Et donc là, voilà, comme on l'a dit, l'enfant vraiment objet d'un contrat qui va mettre à mal ce principe de non-patrimonialité. L'enjeu en Belgique, en l'absence de cadre légal, c'est évidemment la question de la reconnaissance de la filiation, et même avant ça, la reconnaissance de la convention elle-même. C'est-à-dire que on ne peut pas faire exécuter une convention de GPA en Belgique, puisqu'il n'y a pas de cadre légal qui va reconnaître comme acceptable cette pratique. Et donc, du point de vue de la reconnaissance de la filiation, maintenant, donc, pour des GPA qui ont été pratiqués à l'étranger, eh bien là, on n'a pas non plus de règles claires en l'état, c'est-à-dire que souvent, la reconnaissance de la filiation passe par une adoption, c'est-à-dire que, en particulier, le parent qui n'a pas de lien génétique avec l'enfant, eh bien, va entamer une procédure d'adoption de cet enfant en Belgique. Mais donc là, on voit qu'il y a un détournement de l'institution de l'adoption, puisque l'adoption n'est plus vue comme venant pallier une situation problématique, mais comme venant régler une situation qui a été d'elle-même créée comme visant l'adoption. Donc ça, c'est pour la situation belge, tant du point de vue de la pratique que de la reconnaissance. Et puis, on a différents projets au niveau de l'Union européenne, au niveau également international, de faciliter cette reconnaissance des filiations liées à la GPA, donc des reconnaissances qu'on va appeler transfrontalières, puisqu'elles impliquent une situation de personnes qui ont effectué une GPA à l'étranger et qui veulent la reconnaître dans leur pays de résidence. Et donc au niveau de l'Union européenne, en décembre dernier, on a une proposition de règlement qui a été publiée par la Commission européenne, donc qui s'appelle « Situation familiale transfrontalière », qui fait partie de la stratégie LGBTQ de la Commission européenne et qui vise donc vraiment à rendre automatique la reconnaissance par chaque État membre de tout type de filiation qui a été établi dans un autre État membre, y compris donc les filiations liées à la GPA. Donc en pratique, ça veut dire que un pays comme la Belgique ou comme la France qui aujourd'hui a certains scrupules par rapport à la reconnaissance d'actes de filiation liés à la GPA pratiqués à l'étranger, eh bien, demain, si cette proposition est adoptée, eh bien, il n'y aura plus de raison, plus de motifs valables pour ces pays de ne pas reconnaître la filiation issue de la GPA. Et donc on voit évidemment, on va dire, la conséquence sur le côté un petit peu incitatif que ça peut avoir du point de vue de la pratique de la GPA à l'étranger, qui ensuite est reconnue dans le pays de résidence.
Au niveau mondial, on a aussi une initiative relativement similaire. Donc ça, c'est la Convention de l'Haye. La Convention de l'Haye, elle est négociée donc, au niveau international par des experts envoyés par chaque gouvernement, chaque administration. Et là, on a un premier rapport de cette conférence des parties qui a été publié fin de l'année passée. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un instrument relativement similaire à celui de l'Union européenne, qui serait une convention internationale que chaque pays devrait ratifier. Alors, l'enjeu, évidemment, par rapport à ces évolutions internationales, c'est pas seulement la question de la reconnaissance de la filiation d'un pays à un autre, mais c'est aussi, par voie de conséquence, par ricochet, la reconnaissance de la pratique de la GPA en elle-même, puisque pour les juristes qui sont parmi nous, vous connaissez le principe de non-discrimination, et donc en vertu de ce principe, eh bien, on voit mal comment est-ce qu'un pays qui autorise, qui reconnaît indirectement la GPA pratiquée à l'étranger, on voit mal comment ce pays pourrait continuer à interdire une pratique dans son propre pays, alors qu'il la reconnaît comme légitime lorsqu'elle est pratiquée à l'étranger. Donc on voit que là, il y a une vraie difficulté. C'est plus largement une problématique liée à ce qu'on peut appeler le tourisme bioéthique. Donc finalement, l'argument de dire les autres le font à l'étranger et donc on est obligé de le faire dans notre propre pays. Donc ça amène des questions sur la souveraineté des États dans lesquelles je ne rentre pas maintenant, mais on voit qu'il y a un enjeu de nivellement par le bas du point de vue éthique, du point de vue bioéthique. Alors, une bonne nouvelle quand même, il y a une mobilisation d'experts en droit de la filiation au niveau international, avec notamment un projet de déclaration qui, eh bien, en fait, plutôt veut promouvoir comme approche d'harmonisation eh bien, une abolition universelle de la gestation pour autrui. Donc ça, ce sera aussi à suivre et comptez sur nous pour vous tenir informés. Donc on a déjà parlé des enjeux éthiques, donc je vais passer rapidement sur ces questions de la GPA, donc rupture de l'attachement mère-enfant, aussi promotion d'un marché de la procréation, puisqu'il y a tout un marché des gamètes, donc sperme ou ovocytes qui se met en place, aussi évidemment un marché des locations de ventre de mère, et puis plus largement une dénaturation du sens de la filiation qui, peu à peu, coupe tout lien, en tout cas du point de vue principiel, avec l'idée de lien génétique, lien biologique entre les parents et l'enfant. On va passer maintenant, toujours sur les questions de grossesse et de fin de vie, à des thématiques un petit peu différentes, peut-être plus difficiles dans un certain sens, qui sont celles de la fausse couche et de l'avortement. Alors, une deuxième initiative en matière de congé, après la question du congé de paternité, c'est cette proposition de loi de Vanessa Matz, donc du parti Les Engagés, d'instaurer un congé spécifique pour les femmes qui ont vécu une fausse couche. Donc là, on est bien sur une proposition de loi qui a été déposée et qui n'a pas encore été adoptée par le Parlement fédéral, mais voilà, c'est une initiative quand même qu'il faut saluer. Il faut savoir que les fausses couches, ça représente environ 15 à 20% des grossesses confirmées, donc des grossesses pour lesquelles il y a eu un diagnostic d'activité cardiaque après 7 semaines, donc c'est quand même très conséquent, une femme sur 5, enfin une grossesse sur 5, on va dire. Et aujourd'hui, la situation en droit par rapport à la prise en compte du trauma lié à cette fausse couche, c'est en fait l'octroi d'un congé de maternité pour des fausses couches qui interviennent après 6 mois, donc 24 semaines. Après ce délai, donc automatiquement, la femme, en fait, c'est comme si elle avait perdu un enfant mort-né, un enfant né sans vie, et donc là, on lui octroie aujourd'hui un congé de maternité, mais ce qui n'est pas le cas pour les fausses couches avant 6 mois, et donc là, c'est ce que viendrait réparer cette loi si elle est adoptée. Donc, affaire à suivre à nouveau au Parlement fédéral. Alors, toujours sur les fausses couches, mais une situation peut-être encore plus pénible, dont vous avez peut-être entendu parler ces derniers temps dans la presse, c'est le cas de femmes qui subissent une fausse couche du fait des coups et blessures, notamment de leur conjoint, une réalité qui est encore trop souvent, qui apparaît encore évidemment trop souvent, qui est évidemment problématique en elle-même pour la femme et pour le bébé, pour le fœtus, mais à nouveau ici, on a un manquement juridique dans le sens où le droit pénal, le code pénal ne prend pas en compte la perte, la mort de ce fœtus
en tant que circonstance aggravante du crime, du délit qui a été commis par l'auteur des coups et blessures. Et donc là, c'est à nouveau Vanessa Matz, des engagés, qui fait cette proposition de loi pour corriger ce manquement. Voilà, on va voir un petit peu moins chaud grâce à Boubacar, merci beaucoup. Et donc là, ici, l'idée, c'est vraiment de prendre en compte l'existence, enfin, en l'occurrence la perte de cet enfant du point de vue du droit pénal. Vous avez peut-être entendu parler de cet horrible fait divers donc, qui est intervenu en août 2021, mais dont on a parlé récemment parce que la procédure judiciaire suit son cours. Et donc, voilà, une femme qui était poignardée à plusieurs reprises et qui a perdu son enfant de 8 mois, je pense, son fœtus de 8 mois, donc, et pour laquelle eh bien, le prévenu n'est pas aujourd'hui poursuivi, en tout cas par rapport à la perte de ce fœtus. Il y a aussi évidemment l'affaire dont vous avez peut-être entendu parler ce week-end avec Pierre Palmade, qui a commis un horrible accident de la route qui a provoqué ici le décès d'un fœtus de 6 mois. Et à nouveau, en droit français, il y a des graves questions qui se posent par rapport à la protection du point de vue pénal de cet enfant. Et donc, au niveau belge, la proposition sera examinée dès ce mercredi, donc après-demain, en commission de justice de la Chambre des représentants, et on vous tiendra informé par le site web, par le bulletin. Voilà pour la question des fausses couches, et on en arrive à une autre question sensible et douloureuse, celle de l'avortement. Vous savez que l'avortement en Belgique est dépénalisé depuis 1990, à certaines conditions. Donc il faisait l'objet d'une dépénalisation dans le code pénal depuis 1990, et avec la loi de 2018, il est toujours dépénalisé, mais symboliquement, il a été sorti du code pénal, avec quelques petites modifications des conditions de pratique de l'avortement. Donc, grosso modo, 12 semaines de délai de grossesse pour la pratique de l'avortement sans raison médicale, donc l'IVG. Donc ça correspond à 14 semaines d'aménorrhée, puisque c'est souvent en semaines d'aménorrhée qu'on calcule la grossesse dans le langage commun. Et puis alors, l'absence de délai, donc jusqu'à la naissance, possibilité d'avorter dans le cas où la vie ou la santé de la mère est menacée, ou bien dans le cas où il y a un diagnostic de maladie ou de handicap grave et incurable pour le fœtus. Donc là, il n'y a plus de délai. Et donc, suppression aussi en 2018 de l'état de détresse, donc ce qui veut dire que les médecins, notamment, qui notifient la pratique de l'avortement, ne sont plus obligés de mentionner la raison qui a conduit la femme à avorter, que ce soit un problème de contraception, une situation de détresse psychologique ou autre. Aujourd'hui, malheureusement, depuis 2018, on n'a plus d'informations suffisamment précises sur les raisons qui poussent les femmes à avorter, donc ça handicape aussi le travail de prévention qui est fait par les associations, par les autorités. Un peu de chiffres, donc 18 027 avortements pratiqués en 2019. Donc ça, c'est les avortements qui ont été déclarés. Donc c'est une réalité qui est lourde dans le sens où ça correspond, si on prend le temps long, au fait qu'une femme sur 5 dans sa vie est confrontée à un avortement, personnellement. Donc voilà, lorsqu'on parle notamment à l'IEB de ces questions, on sait qu'on s'adresse, ici même encore ce soir, j'imagine, à des personnes qui de près ou de loin ont toutes été en lien avec elles-mêmes ou avec une personne qui a vécu un avortement. Et donc ça, comme Odile le disait aussi au début par rapport à la question de la posture éthique qu'on veut adopter ici, on est vraiment dans des positionnements, dans des regards éthiques qui toujours sont tournés vers les actes, vers les situations, mais jamais vers les personnes, évidemment. Alors, on a donc cette prévention de l'avortement qui fait un petit peu défaut parce que les chiffres sont moins précis qu'on le voudrait. Il y a aussi cette commission nationale IVG qui ne fait pas un travail aussi poussé qu'elle le devrait. Il y a un manque d'effectifs dans la commission, donc s'il y a des personnes courageuses qui souhaitent siéger dans cette commission, il y a encore un nouvel appel à candidature qui a été publié au Moniteur belge il y a quelques semaines.
Et donc, voilà, on a un rapport qui se fait attendre pour les dernières années, mais dont on sait de bonnes sources maintenant qu'il va sortir dans les semaines vraiment toutes proches. Donc ça aussi, on ne manquera pas de l'analyser, évidemment. Alors, pour les personnes attentives ces dernières années, vous savez évidemment qu'il y a eu tout un débat en Belgique depuis 2018, mais en particulier en 2019 et 2020, sur une libéralisation des conditions d'accès à l'avortement. Donc, il s'agissait, avec notamment la dernière proposition, de passer de 12 à 18 semaines de délai de grossesse pour un avortement sans raison médicale, aussi un raccourcissement du délai de réflexion, et également une remise en question de l'obligation d'information des femmes enceintes par rapport aux aides qui existent en matière de soutien à la grossesse, soutien à la parentalité, etc. Alors, le gouvernement fédéral, dans son accord de septembre 2020, a décidé finalement on va dire de mettre au frigo cette question éventuelle de la libéralisation de l'avortement. Et donc, on a une perspective éventuelle de modification de la loi à travers les conclusions d'un comité multidisciplinaire, un comité interuniversitaire qui va rendre ses conclusions donc sur l'évaluation de la loi actuelle, qui va rendre ses conclusions dans les semaines qui viennent à nouveau. Donc un comité qui est co-présidé par le gynécologue Yvon Angler et aussi par la chef de clinique de l'UZ Gent, Christine Roelens, aussi avec des personnes plutôt on va dire de la militance comme des personnes du collectif des femmes de Belgique. Alors, donc ça, c'est la perspective de la modification de la loi. Éventuellement, on sait qu'en fin de législature, parfois, les questions éthiques refont un petit peu surface. Donc voilà, on restera attentif au fait de savoir si oui ou non ces choses vont se réveiller au Parlement fédéral. Quelque chose que je mentionne très rapidement, c'est la volonté de certains de rendre obligatoire la formation à l'avortement dans les cursus en médecine. Donc là, il y a des vrais enjeux par rapport à la liberté de conscience des étudiants, puisque l'avortement n'est pas un acte médical, ou en tout cas pas un acte médical comme un autre. Et donc là, évidemment, à partir du moment où c'est obligatoire, notamment dans certains cursus de gynécologie, eh bien, on peut se demander, on peut s'interroger sur le fait de savoir est-ce qu'il serait encore possible d'être gynécologue et d'objecter à la pratique de l'avortement. Voilà, ça c'est une perspective qui n'est pas encore ouverte aujourd'hui, mais qui peut pointer à nouveau le bout de son nez dans les années qui viennent. Enfin, pour conclure, une perspective aussi, une volonté de certains de constitutionnaliser l'avortement, le droit à l'avortement, donc l'inscrire en lettres de feu, on va dire, dans la Constitution, notamment belge. On a eu donc notamment une proposition de révision de la Constitution en ce sens, qui n'a pas été examinée jusqu'à présent, mais on sait que généralement les propositions de révision de la Constitution sont examinées en fin de législature. Et donc là, évidemment, symboliquement, c'est quelque chose de très fort, puisqu'on sort d'un avortement qui est dépénalisé comme exception au principe d'interdiction d'atteinte à la vie humaine, et qui devient un droit fondamental de la femme à disposer de son corps et aussi à disposer du corps du fœtus, forcément. Et donc là, l'idée, ce serait d'intégrer ce droit à l'avortement comme partie intégrante du droit au respect de la vie privée et familiale de la femme. Donc il y a le débat éventuel en Belgique, mais le débat est bien réel en France, puisque vous savez que l'Assemblée nationale et puis le Sénat ont, chacune à leur manière, conclu à la volonté d'inscrire dans la Constitution l'avortement. L'Assemblée nationale, c'était le droit à l'avortement, et le Sénat, c'est la liberté d'avorter. Donc là, à nouveau, rien n'est fait, mais on suivra ça attentivement. Et puis la question, évidemment, c'est aussi au niveau de l'Union européenne, puisque Emmanuel Macron, pendant la présidence du Conseil européen par la France, avait proposé d'inscrire dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, au même titre que l'abolition de la peine de mort, le droit à l'avortement. Et donc là, il y a aussi éventuellement un débat qui va s'enclencher au niveau du Parlement, mais sans perspective très claire. Donc il y a un enjeu symbolique, comme je le disais, par rapport à cette inscription de l'avortement dans la Constitution, dans la Charte, mais il y a aussi un enjeu peut-être plus réel de remise en question de la liberté de conscience, puisque à partir du moment où l'avortement est un droit fondamental au même titre que la liberté de conscience, comme liberté fondamentale, on peut évidemment s'interroger sur la manière dont ce droit fondamental et cette liberté fondamentale vont s'articuler, et dans quelle mesure est-ce qu'il n'y aura pas une remise en question de la liberté de conscience des soignants.
Et enfin, troisième conséquence, qui n'est pas symbolique, c'est le fait de savoir si on constitutionnalise l'avortement, est-ce qu'on est encore légitime pour mettre des conditions à la pratique de l'avortement. Si l'avortement est un droit, est-ce que ça a du sens de parler, par exemple, d'un droit jusqu'à 12 semaines, jusqu'à 18 semaines, ou est-ce qu'un droit, ce n'est pas forcément quelque chose qui, intrinsèquement, en tout cas, ne fait pas l'objet de restrictions. Merci. Et Constance, donc pour la fin de vie, je te cède volontiers la parole. Voilà, alors, rebonsoir. Je vais commencer par une petite question à laquelle je vous invite à réfléchir tout au long de cette dernière partie de notre conférence. Que souhaite réellement un patient qui veut en finir avec sa vie ? Dans la très grande majorité des cas, la personne souhaite en fait ne plus souffrir, que ce soit dans son corps ou moralement. Et aujourd'hui, des études sérieuses démontrent que l'on pourrait soulager 90 à 95% de toutes les douleurs. Et pour les douleurs rebelles, il reste la possibilité de soulager le patient grâce à la sédation palliative qui diminue l'état de conscience du patient de façon longue ou intermittente, plus courte, en même temps que lui sont prodigués des antalgiques. Mais malgré ces chiffres, 90 à 95% des souffrances, des douleurs soulagées, aujourd'hui, encore plus de 50% des personnes en fin de vie décèdent dans une situation, un contexte douloureux. Alors sur cette question, il est difficile d'évincer les préoccupations financières, préoccupation aussi de formation, de besoin de formation des soignants sur la gestion de la douleur. Il y a quelque temps, le docteur Moons, alors président de l'Association belge des syndicats médicaux, déclarait, je le cite, « Depuis août 2016, et à la suite des problèmes budgétaires dans le domaine des soins aux personnes âgées, on commence à débattre d'une politique de l'euthanasie motivée par des considérations socio-économiques. » Il existe pourtant une approche médicale qui répond amplement aux besoins de soulagement et d'accompagnement en fin de vie. Ce besoin qu'expriment nos malades, ce sont les soins palliatifs. Leur fondatrice, que vous voyez là à gauche, Cicely Saunders, a été totalement visionnaire. Elle a pressenti l'urgence d'améliorer la qualité de vie des patients en fin de vie. Et on ne s'inspirera jamais assez de sa façon de voir, je la cite, de voir le patient, cette personne comme elle-même, mystérieusement la même, toujours avec sa dignité propre jusqu'au moment où elle s'éteint. Alors les soins palliatifs offrent au patient un accompagnement lui permettant d'éprouver, malgré sa maladie, un bien-être tant physique que psychologique, social et spirituel. Provoquer la mort du patient est totalement opposé à l'esprit des soins palliatifs, comme le rappelle d'ailleurs l'Organisation mondiale de la santé, encore et toujours, dans sa définition des soins palliatifs. Et chaque année, en Belgique, plusieurs dizaines de milliers de personnes et leur entourage ont besoin de ces soins. Et d'ailleurs, les soins palliatifs constituent un droit, selon la loi belge. Alors, il existe un outil qui s'appelle le PICT, le Palliative Care Indicators Tool, qui permet d'identifier les patients qui en auraient besoin de ces soins sur base de critères de fragilité, d'incurabilité et de sévérité de la maladie. Donc les soins palliatifs ne sont pas réservés uniquement aux patients dont le décès est attendu dans les tout prochains jours ou aux personnes, on pense
très spontanément aux personnes atteintes d'un cancer grave et terminal. Au contraire, toute personne atteinte d'une maladie grave et évolutive, sans guérison possible, peut en bénéficier, en théorie. Encore faut-il savoir que de tels soins existent, évidemment, donc il y va de tout un besoin de faire connaître cette possibilité. Et l'autre préoccupation, eh bien, c'est les moyens, et les moyens notamment financiers pour y accéder. Alors je ne sais pas si vous connaissez le forfait, si vous avez déjà entendu parler du forfait palliatif. C'est un montant forfaitaire de 755 € précisément pour cette année, qui vise à couvrir les frais de médicaments, de matériel de soins, comme les sondes, les aiguilles, le matériel auxiliaire aussi, un lit, un matelas par exemple, utilisé dans le cadre de soins palliatifs à domicile. Et donc il s'adresse aux personnes en fin de vie qui sont soignées à domicile et qui souhaitent finir leur vie chez elles. Ces personnes doivent préalablement demander un statut palliatif auprès de leur mutuelle. Le forfait est payé par la mutuelle pour 1 mois et cela peut être renouvelé une 2e fois. Alors, les patients qui ont droit au forfait palliatif ont également droit au remboursement complet du ticket modérateur pour les visites du médecin généraliste à domicile, d'un kiné ou d'une infirmière. La demande de ce forfait doit être faite par le médecin généraliste. Alors, pour ce qui concerne notre actualité, déjà depuis fin 2021, le ministère de la Santé indiquait que le forfait palliatif serait réformé pour le proposer également aux patients dont l'espérance de vie dépasse 3 mois, ce qui n'est pas le cas actuellement. Il faut que le patient, pour obtenir ce forfait, ait un prognostic vital assez engagé, inférieur à 3 mois, ce qui est quand même assez réducteur. Alors depuis, une étude a été lancée par le KCE, le Centre fédéral d'expertise des soins de santé, pour voir comment améliorer la prise en charge des patients en soins palliatifs. Et cette étude est toujours en cours. Les résultats sont attendus, alors ils avaient été annoncés pour le 1er trimestre de cette année, donc voilà encore un point sur lequel on va être très vigilants ces prochaines semaines. Vous voyez qu'on est en attente de beaucoup de choses, mais voilà, il faudra suivre tout ça. Il y a donc plusieurs défis par rapport aux soins palliatifs. Les rendre plus connus et accessibles aux personnes en fin de vie, mais également aux personnes qui ont encore plusieurs mois, voire parfois plusieurs années à vivre, alors chacun bien selon ses besoins, de degré de ses soins. Voilà, c'est un vrai choix budgétaire, un vrai choix de société, vous l'imaginez, pour soigner la fin de vie dans notre pays. Alors en 2e lieu, j'aimerais vous parler des évolutions liées à l'euthanasie en Belgique. L'enjeu principal que soulève la question de l'euthanasie est celui du bien mourir. On revient à notre question du départ. Nous avons tous envie de bien mourir, n'est-ce pas ? C'est précisément bien l'objectif qu'ont poursuivi Cicely Saunders et des centaines de personnes à sa suite en développant les soins palliatifs. Cependant, au-delà du soulagement que peuvent apporter ces soins, eh bien, il y aura toujours cette volonté plus prononcée chez certains de maîtriser sa vie et même de maîtriser sa mort. Cette difficulté d'accepter la dépendance progressive vis-à-vis des autres, d'accepter de perdre certaines capacités. Et c'est là l'enjeu profond de notre temps, accepter notre vulnérabilité, non pas comme une fatalité, mais comme une occasion en fait de réveiller en soi, en l'autre, une vraie entraide. Faire surgir dans cette faiblesse même la force de la relation. Alors la Belgique, vous le savez, fut le 2e pays au monde à autoriser l'euthanasie après les Pays-Bas. Notez qu'on parle bien d'euthanasie et non du suicide assisté. Le suicide assisté est autorisé, lui, en Suisse et dans plusieurs États aux États-Unis. Par l'euthanasie, c'est le médecin qui provoque la mort de son patient. Après la Nouvelle-Zélande et l'Australie, eh bien, c'est dernièrement l'Espagne,
premier autre pays européen, après le Benelux, qui a embrayé le pas en légalisant l'euthanasie. Et la tendance risque de ne pas s'inverser ces prochaines années. À l'IEB, nous suivons de très près ces évolutions pour donner à ces pays qui s'interrogent des informations objectives sur la situation belge et leur montrer les dérives que l'euthanasie provoque dans notre société. En 2002, le Parlement belge dépénalisait l'euthanasie et les promoteurs de la loi s'étaient fixé 2 objectifs. Le premier, c'était d'offrir une solution d'exception aux patients atteints d'une affection grave et incurable. Une affection qui provoquait chez eux une souffrance constante, inapaisable et insupportable, pour reprendre les termes de la loi. Le deuxième objectif était de mettre un terme aux euthanasies clandestines et que les euthanasies soient soumises à des conditions strictes et à un contrôle systématique et rigoureux par une commission de contrôle. Nous verrons dans un instant bien que ces 2 objectifs ne sont manifestement pas rencontrés. Dès son adoption en 2002, la loi belge permet l'euthanasie pour cause de souffrance psychique, que celle-ci soit ou non associée à une souffrance physique. Et dans la loi belge également, il n'est pas nécessaire d'être en fin de vie pour accéder à l'euthanasie. Et donc, on a des chiffres aussi qui montrent la proportion de patients qui obtiennent l'euthanasie alors qu'ils ne sont pas en fin de vie. Et pour l'année 2021, cela représente 16% des patients entre 18 et l'âge supérieur. Pour les années 2020 et 2019, il n'y a pas d'euthanasie de mineurs qui a été rapportée, contrairement aux rapports précédents des années précédentes. Et alors, petit rappel, à propos des mineurs, en 2014, la loi fut élargie à ces catégories de personnes, mineurs dits capables de discerner sans limite d'âge, mais réduits aux situations de souffrance physique. Alors en 2021, 2700 personnes sont officiellement décédées par euthanasie, soit un décès sur 40 en Belgique. Un décès sur 40 en Belgique. Ce sont les chiffres les plus récents, parus il y a quelques mois, et que nous avons donc étudiés soigneusement. Cela veut dire que depuis 2003, première année en fait d'application complète de la loi, le nombre d'euthanasies déclarées à la commission de contrôle a plus que décuplé. Alors je dis déclarées parce que de nombreuses euthanasies ne sont pas déclarées par les médecins à la commission de contrôle et restent donc dans la clandestinité. On revient au premier objectif de 2002. Une euthanasie sur 3 ne serait pas déclarée si on se réfère à une étude parue en 2018 dans le Journal of Pain and Symptom Management, une étude vraiment qui a porté toute sa crédibilité. Alors, quelles sont les affections à l'origine de la demande d'euthanasie ? Tout d'abord, j'aimerais revenir sur le critère de souffrance constante, inapaisable et insupportable, une des premières conditions de la loi. Dès son premier rapport, la commission de contrôle estime en fait que le caractère insupportable de la souffrance est en grande partie d'ordre subjectif et dépend, je la cite, de la personnalité du patient, des conceptions et des valeurs qui lui sont propres. Fin de citation. On voit donc en fait qu'à la racine même de la loi, et en réalité de n'importe quelle loi dépénalisant l'euthanasie, avis aux Français parmi nous, joue la subjectivité de la perception de la douleur, de la souffrance globalement. Alors combiner cet argument subjectif, combiné à l'argument de la discrimination de telle ou telle catégorie de patients à qui on donnerait accès ou non à l'euthanasie, ce critère subjectif assure bien une inévitable pente glissante et un recours croissant à l'euthanasie dans un pays donné. En 2021, pour revenir à notre tableau,
une euthanasie sur 5 est obtenue pour polypathologie ou pathologie multiple. C'est le deuxième curseur. Les polypathologies désignent, pour reprendre encore une fois les mots de la Commission, une combinaison de la souffrance provoquée par plusieurs affections chroniques qui évoluent vers un stade final. Alors, parmi ces pathologies combinées, la commission de contrôle mentionne la baisse de la vue, les troubles de l'audition, les troubles de la marche et de la mobilité, l'incontinence liée à une insuffisance rénale. Autrement dit, ne pas supporter les désagréments liés notamment à son vieillissement est devenu en Belgique une raison suffisante pour qu'un médecin abrège la vie de la personne âgée à sa demande. Le critère d'incurabilité de la maladie pose réellement question, lui aussi, dans le cas de personnes souffrant d'affections psychiatriques. Ont ainsi été euthanasiées en 2020-2021, pour ces 2 années, 18 personnes souffrant de troubles d'humeur comme la dépression, la bipolarité, 10 personnes souffrant de troubles de la personnalité et du comportement, 6 personnes souffrant de troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress, 3 personnes souffrant de schizophrénie et 4 personnes de troubles mentaux organiques comme l'autisme, 2 personnes pour des syndromes comportementaux comme l'anorexie. Alors, la Commission précise que chez les jeunes patients psychiatriques, parce que l'âge des patients euthanasiés pour des raisons psychiatriques est sensiblement inférieur à l'âge moyen des euthanasies en Belgique, étant donné que la personne, bien, par le fait même, n'est pas en fin de vie. La maladie psychiatrique n'engage pas son pronostic vital à court terme. Donc la Commission précise que chez les jeunes patients psychiatriques, je la cite, le caractère insupportable et persistant de la souffrance était fréquemment associé à des expériences du passé. Et elle donne des exemples, comme des abus sexuels, des délaissements étant enfant, des rejets par les parents, des comportements autodestructeurs et des tentatives de suicide. Et la Commission d'ajouter, en parlant de l'euthanasie, que les tentatives de suicide ratées ont fait prendre conscience aux personnes concernées qu'il existait aussi une autre façon, plus digne, de mettre fin à ces jours, à savoir l'euthanasie. On peut réellement s'étonner de cette présentation de l'euthanasie comme une forme plus digne de suicide. Et en écoutant cela, je ne peux m'empêcher de penser à cette jeune femme de 23 ans, Shanti de Kort, victime psychologique des attentats de Bruxelles et qui a été euthanasiée pour dépression en mai dernier. Une équipe française spécialisée sur le syndrome du stress post-traumatique qui avait été mise en place suite à ces attentats de Bruxelles était prête à intervenir, à la prendre en charge. Mais au nom de sa patiente, la psychiatre de Shanti de Kort a décliné la proposition. Shanti est entrée en contact avec l'association LAIF, qui regroupe des médecins défendant l'euthanasie et formés à sa pratique. Et elle a vu sa demande d'euthanasie validée par 2 psychiatres. Son euthanasie met le doigt sur l'entremêlement inéluctable du suicide et de l'euthanasie dans les cas d'affection psychiatrique. Et elle pose clairement la question suivante. Est-ce que l'État belge remplit son obligation de protéger le droit à la vie de ses citoyens, comme l'y oblige l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme? Voilà, quant aux personnes atteintes de troubles mentaux organiques, la démence, l'Alzheimer par exemple, une proposition de loi de Vooruit, le parti socialiste flamand, est actuellement pendante à la Chambre et vise à leur permettre d'obtenir l'euthanasie sur base d'une déclaration anticipée. Une déclaration en fait qui décide par avance le stade de la maladie auquel ces personnes souhaitent qu'on les euthanasie. L'urgence ici est évidemment de poursuivre la recherche, notamment sur la maladie d'Alzheimer,
et de mettre en place un environnement propice à ces personnes pour soulager leurs proches et manifester que ces personnes ont toujours une place dans notre société. Alors pour terminer, je voudrais vous parler de 2 décisions judiciaires importantes qui ont marqué l'année 2022 par rapport à l'euthanasie en Belgique. L'IEB est intervenu plusieurs fois dans les médias à ce sujet et plus largement sur les questions de fin de vie, pour lesquelles les autres pays européens, on l'a dit, en particulier la France actuellement, sont vraiment en recherche d'informations précises et fondées. Je vais commencer par le premier arrêt, essayer de vous l'expliquer le plus compréhensiblement possible. Le 4 octobre 2022, la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré que le système de contrôle établi par la loi sur l'euthanasie en Belgique n'offrait pas de garantie suffisante d'indépendance. Alors, dans le cas soumis à la Cour, le médecin qui avait pratiqué l'euthanasie, il s'agissait de l'euthanasie d'une dame souffrant de dépression, ici encore, ce médecin était et est toujours le président de la commission de contrôle de l'euthanasie. Alors, au moment où ce cas a été analysé par la commission, pendant la réunion de cette commission, ce médecin ne s'est pas retiré de la discussion. La raison qu'invoque l'État belge pour se défendre est que les déclarations d'euthanasie sont de toute façon anonymes et que donc on ne peut pas connaître le nom du médecin qui a pratiqué l'euthanasie. Et si ce médecin se retire lorsqu'il reconnaît la déclaration qu'il a lui-même rendue par son écriture, par exemple, il dévoile par là son identité, donc il lève l'anonymat. Bref, la Cour européenne des droits de l'homme a demandé à la Belgique de revoir sa copie en ce qui concerne l'indépendance donc de ce contrôle des euthanasies, je précise, qui est a posteriori, une fois que l'euthanasie est déjà pratiquée. Et une proposition de loi a été assez rapidement déposée par des députés de l'Open-VLD et du MR pour que le document de déclaration de l'euthanasie ne soit plus anonyme. Donc il permettrait, ce document, de connaître les données du patient, le nom du médecin qui a pratiqué l'euthanasie, des médecins conseils, des personnes consultées, des personnes de confiance, etc. Et même du pharmacien qui a délivré la substance létale. À suivre donc quant à l'avenir de cette proposition de loi. Mais c'est à peu près tout ce qu'a dit la Cour européenne des droits de l'homme par rapport à la loi belge. Et on peut regretter que la Cour n'ait pas soulevé d'autres dysfonctionnements dans la loi sur l'euthanasie, au vu des dérives que nous avons mentionnées plus haut. Alors le deuxième arrêt. Le 20 octobre 2022, donc 18 jours après l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est la Cour constitutionnelle de Belgique qui a déclaré une partie de la loi sur l'euthanasie inconstitutionnelle. En fait, c'est l'aboutissement de l'affaire Tinneneis, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est une affaire qui a quand même défrayé la chronique pendant quelques années. Donc, pour rappel, 3 médecins avaient participé donc, à l'euthanasie de Tinneneis, une jeune femme de 36 ans, euthanasiée pour dépression à nouveau, et avaient été poursuivis pour empoisonnement devant les tribunaux, du fait, en fait de n'avoir pas respecté plusieurs conditions prévues par la loi belge. Et puis ces médecins ont été acquittés en précisant qu'il y avait un doute raisonnable. C'est, quand il n'y a pas de certitude absolue en cour d'assises, on acquitte. Donc un doute concernant en particulier le médecin qui avait pratiqué concrètement l'euthanasie. Il avait fait, ce médecin, en effet, preuve vraiment de négligence au moment de la pratique de l'acte. Alors, la question qui a été posée à la Cour était de savoir si, donc en fait, dans la loi belge, la loi de 2022, elle ne prévoit pas, cette loi, de différence dans la sanction qui s'appliquerait à l'encontre du médecin qui ne respecte pas les conditions de fond ou le médecin qui ne respecte pas les conditions de forme.
Autrement dit, dans les deux cas, si le médecin ne respecte pas les conditions de fond, ou dans un autre cas, s'il ne respecte pas tout simplement, entre guillemets, les conditions de forme, donc par exemple un certain délai obligatoire dans lequel il faut rendre la déclaration à la commission de contrôle, l'obligation de consulter un deuxième ou un troisième médecin avant de pratiquer l'euthanasie, etc. Donc, dans les deux cas, le médecin pouvait être poursuivi pour meurtre par empoisonnement s'il ne respectait pas l'une de ces conditions. Alors la Cour a conclu que seule la violation des conditions de fond pouvait être sanctionnée comme un meurtre. Ces conditions, selon la Cour, sont la majorité du patient, sa capacité de discernement, sa conscience au moment de sa demande, une situation médicale sans issue, une souffrance insupportable, une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable. Donc, ne sont pas visées les mesures qui entourent en fait ces conditions et qui ont pour but d'aider à leur réalisation. Comme, je vous l'ai dit, le fait que le médecin doit absolument rendre cette déclaration dans les 4 jours après l'euthanasie, ou l'obligation pour ce premier médecin de consulter un deuxième ou un troisième médecin pour les cas psychiatriques notamment. Alors, pour ces autres conditions procédurales, et pour celles qui touchent donc à la déclaration de l'euthanasie, la loi devra, selon la Cour, s'assortir de peines moins lourdes. Alors, que faut-il penser de cette décision ? On sait bien que des sanctions considérées comme exagérées par les juges ne seront probablement pas appliquées et donc n'incitent pas non plus les médecins à respecter la loi. Néanmoins, il ne faut pas oublier que ces conditions a priori moins fondamentales sont en fait parfois déterminantes pour que le patient prenne la décision finale par rapport à sa vie, à sa mort. En conclusion de ces 2 arrêts, en moins d'1 mois, la loi belge relative à l'euthanasie a été déclarée contraire à la Convention européenne des droits de l'homme et à la Constitution, mais pour des raisons plutôt marginales par rapport à la dépénalisation de l'acte lui-même. Espérons que le législateur saisisse cette occasion pour admettre les failles plus substantielles de la loi, et notamment la problématique de l'euthanasie pour souffrance psychique. Ça fait quand même beaucoup de cas où la personne euthanasiée l'est pour cause de dépression. Voilà. Il y a aussi un malaise, ça je pense que c'est important de le faire remonter, qui commence à se faire sentir au sein de la profession médicale, en particulier par rapport à l'euthanasie de patients psychiatriques et aux euthanasies pratiquées sans l'accord de la famille. En tout cas, c'est ce que révèle une enquête parmi les médecins formés à l'euthanasie. Voilà pour ce qui concerne la fin de vie et plus généralement les grands points d'actualité en Belgique. 3-4 petites call to action donc pour vous mettre à l'action. Alors on a ce magnifique outil qui est le manuel de bioéthique qu'on a lancé en septembre 2022. Un manuel que vous pouvez vous procurer à l'arrière de la salle, donc n'hésitez pas à venir nous trouver pour le recevoir. Un formidable outil de formation directement auprès des jeunes, mais aussi auprès des formateurs eux-mêmes en bioéthique, que ce soit dans les écoles ou dans d'autres lieux. Et donc ça, c'est vraiment un magnifique aboutissement qui reprend finalement une très grosse partie du travail de l'IEB de ces dernières années. Le manuel, également un réseau de soignants dont vous avez peut-être pris conscience au fur et à mesure de nos interventions aujourd'hui. On a un maillage de soignants, de professionnels, d'académiques avec lesquels on travaille qui nous permettent d'avoir cette expertise, ce retour de terrain. Et donc le message que je voulais faire passer aujourd'hui, c'est de dire, si ici il y a des personnes qui se sentent intéressées d'entrer en contact avec nous pour nous partager leur expérience, leur expertise, n'hésitez vraiment pas. On est toujours à la recherche d'avoir un excellent réseau sur le terrain qui nous informe de la réalité de ce qui se passe, que ce soit en début de vie, en fin de vie, etc. Pareil, on a beaucoup de sollicitations de citoyens, d'étudiants aussi pour leurs travaux de fin d'études. Donc n'hésitez pas aussi, si vous avez une question personnelle par rapport à la bioéthique, à nous contacter, à nous envoyer un mail, à nous téléphoner. Et on a toujours vraiment à cœur de répondre
le plus justement et aussi le plus modestement possible à ces demandes. Alors, puisque vous êtes ici, vous savez que cette soirée vous a été proposée à titre gratuit. Elle a évidemment un coût. Plus globalement, le travail de l'IEB a un coût. On est entièrement financé par des donateurs privés qui croient en notre travail, qui nous soutiennent. Et donc voilà, n'hésitez pas à nous soutenir ce soir ou à l'avenir. On a vraiment besoin du soutien de chaque personne pour continuer notre travail. Non seulement vous pouvez nous soutenir financièrement, vous pouvez aussi nous soutenir par du bénévolat ou en intégrant notre équipe finalement. Bénévolat, stage universitaire aussi, c'est possible. Donc voilà, on a plein de tâches qu'on aimerait pouvoir finaliser, mais on n'a pas assez de mains, donc n'hésitez pas à proposer vos services. On engage aussi une responsable administrative, ou un responsable administratif. Et donc là, on a une offre d'emploi qui a été publiée début de semaine. N'hésitez vraiment pas à postuler, ou en tout cas à la diffuser. On cherche la perle rare, néerlandais, français, anglais, enfin voilà, plein de choses. Et enfin, dernier call to action, mais je pense que vous êtes tous déjà abonnés, mais il y a le bulletin qui vous permet d'être tenus informés de nos actualités, de nos travaux, de nos dossiers, de nos événements. Et donc, sur le site, vous avez la possibilité de vous inscrire presque, voilà, avec le bulletin sur le site web directement en français et aussi en néerlandais et bientôt en anglais quand, grâce aux bénévoles ici présents, on aura l'occasion d'avoir des traducteurs automatiques vers l'anglais. Merci beaucoup, le bar est ouvert et évidemment on reste disponible pour échanger avec vous. Grand merci pour votre enthousiasme, votre présence, pour la route qu'ont fait certains des 4 coins de la Belgique et on se réjouit de vous revoir à une prochaine occasion. Bonne soirée.